Elle est là, dans la vitrine du salon au milieu d'une collection d'appareils photo anciens. Beaucoup, je les ai chinés, mais cette boîte-ci, c'est un héritage. Elle a cette valeur supplémentaire. En bois, avec 2 œilletons sur une face et du verre sur celle opposée, elle doit mesurer tout au plus 18 cm de large pour 8 de haut et peut-être 10 de profondeur. À lui seul, l'objet semble sans intérêt. Mais si on y glisse par le dessus une des plaques de photos stéréoscopiques précieusement rangées à côté, alors le passé surgit. C'est à la mort de ma grand-mère, il y a peut-être 9 ans, que je suis entrée en possession de cette visionneuse. Chaque membre de la famille connaissant mon intérêt pour la photo, en particulier la stéréoscopie. Il y a une forme de génie du XIXe siècle dans cet objet. Faire simultanément 2 photos avec l'écartement des yeux et se servir ensuite d'une visionneuse pour tout à coup ne voir qu'une seule image mais en 3D. C'était simple, mais il fallait y penser. Si je saisis cette boîte et que j'y glisse une des plaques, je ne verrai pas les paysages qui sont devant moi. Je ne verrai pas les montagnes en arrière-plan, hautes et sombres, comme sur les autres photos de famille. Ce que je vois, c'est une étendue d'eau qui est bien trop calme pour être la Lauze. Le pont, qui se détache au fond pour donner du relief à la photo, n'est pas celui que l'on connaît derrière le moulin d'Ax-les-Thermes. Il est bien plus ouvragé, surmonté d'un pavillon avec son toit dont les ongles sont fortement relevés, et ses lignes de tuiles vernissées d'un beau vert sombre. C'est au tout début du siècle dernier, en 1900, que mon arrière-grand-père est parti pour la Chine. Il travaillait à la compagnie des chemins de fer impériaux chinois. Il a été rejoint en 1908 par son épouse. Ma grand-mère est née à Pékin. Elle y a été institutrice et a épousé un militaire français. Mon père est également né à Pékin en 1945. Mes aïeux y ont vécu 1000 événements, dont l'attaque des Japonais. Ma grand-mère racontait comment mon grand-père avait profité d'un moment de calme apparent pour se faufiler dans la caserne française, alors occupée par les Japonais, pour récupérer les quartz, éléments essentiels pour la reprise future des liaisons radio. De la fenêtre de leur logement donnant sur la cour, elle avait reçu par instruction de son intrépide époux de guetter le danger une casserole et une cuillère à la main pour le prévenir à temps. De cette même fenêtre, ils allaient voir, le 15 août 1945, les troupes japonaises écoutaient l'empereur Hirohito annoncer la capitulation du Japon, ayant tous les deux conscience du caractère exceptionnel du moment qu'ils étaient en train de vivre. Jeanne était son prénom. Je l'ai appris tard. Longtemps, j'ai pensé que c'était Jeannette, puisque tout le monde l'appelait ainsi dans la famille. Moi, je l'appelais Mamie de Bergerac, pour la distinguer de celle de Brive. Dans mon esprit, je la vois toujours pareille, quelle que soit l'époque du souvenir. Elle est grande pour sa génération, et plus grande que moi. Ni ronde, ni mince, son corps n'existe pas vraiment. Elle a les cheveux gris et frisés, ça, elle me l'a transmis. Elle boite, elle n'a certainement pas toujours boité, mais c'est claudicante qu'elle s'est figée dans ma mémoire, obligée de se tenir à une main courante pour parcourir sa maison, incapable de descendre les escaliers sans un appareil motorisé. Ma grand-mère est douce, souriante et gentille. Je ne l'ai pas beaucoup fréquentée lorsque j'étais enfant. C'est peut-être du fait de cette rareté que nous sentions qu'elle était heureuse de nous voir. Une autre chose la définissait. Elle était extrêmement croyante et assez désespérée par notre manque d'adhésion. Les dernières années, comme elle était âgée et ne pouvait pas facilement se retourner, je m'asseyais derrière elle à l'église, à l'occasion des mariages ou des enterrements, de façon à ce qu'elle ne voie pas que je ne faisais aucun des gestes attendus. C'est adolescente, ou au début de l'âge adulte, que je l'ai vue plus souvent et constaté qu'à vivre au fin fond de la campagne et à regarder plus souvent TF1 qu'Arte, elle était peu ouverte d'esprit pour ne pas dire totalement raciste. En fonction de l'actualité, elle pouvait me demander si je n'avais pas trop peur avec tous ces étrangers qui squattaient les halls d'immeubles. D'être née et d'avoir vécu 26 ans en Chine, puis à Dakar quelques années, n'y avait rien fait. Alors, quand j'ai voulu lui présenter ma fille adoptive, j'ai prévenu mon adolescente. Ma grand-mère peut avoir des remarques d'un autre temps. Puisque Nabia est d'origine camerounaise, ce qui ne manquerait pas de faire réagir Mamie de Bergerac. Pour cette rencontre, la parole était toute trouvée. Avant d'arriver en France, Nabia avait vécu 5 ans à Pékin. Elle parlait un chinois encore fluide et correct. Cette information fut donnée à ma grand-mère, et dès le début,
juste après le prénom comme un titre de carte de visite. L'effet fut immédiat. Ses yeux se sont illuminés, plus personne d'autre n'existait. Elle s'est écriée « Parle-moi en chinois !» Un dialogue auquel je n'avais pas accès a commencé entre le mandarin de ma fille et les souvenirs de celui de ma grand-mère. C'était la première fois que je l'entendais parler chinois. Je crois même que je ne l'en pensais pas capable. Ensuite, revenues au français, elles ont parlé de la ville de Pékin, puis c'est la mémoire culinaire qui est revenue, ma grand-mère ayant beaucoup aimé les œufs couvés qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de remanger depuis. Nabia était très fière de cet effet sur cette vieille femme qu'elle craignait de rencontrer sans doute à cause de ma mise en garde. Grand-mère qu'elle trouva finalement douce, souriante et aimante. Petite, dans le paysage, raide sur le bateau de marbre, c'est comme ça que je découvre mon arrière-grand-mère. Toujours bien coiffée, bien habillée pour la photo. Au fil du temps, alors qu'elle vieillit, je le trouve un air sévère. Je sais par les récits familiaux et parce qu'elle en avait transmis à ma grand-mère qu'elle était une fervente catholique. Mais ce n'est sans doute pas ce qui explique l'absence de sourire. C'est une affaire d'époque. Les temps de pause étaient encore longs et il ne fallait pas montrer ses émotions. Sur ce cliché donc, rien ne la rend vraiment sympathique. Et pourtant, jeune femme vivant dans les Pyrénées natales, qu'elle n'a alors jamais quittées, en 1908, elle accepte la proposition faite par celui qui deviendra son beau-père, elle épousera ce jeune homme de sa région, qu'elle ne connaît pas pourtant, qui est parti 8 ans plus tôt pour la Chine. Elle sait que ce mariage l'engage à partir là-bas, et elle sait aussi sans doute qu'elle est un second choix du beau-père, le père de la première ayant refusé. Le sien est mort. Que connaît Pétronille de la Chine quand elle fait ce choix? Que veut-elle fuir pour accepter si facilement cet éloignement? Une certitude pour moi, il lui aura fallu un sacré courage. Elle va rencontrer un homme d'abord, son mari, avec tout ce que cela comporte de découverte pour une jeune fille en 1908, et le suivre sans avoir vraiment le temps de faire connaissance. Je me suis demandé si cela s'était passé comme pour tant de femmes japonaises à la même époque qui prenaient le bateau pour retrouver et épouser un concitoyen immigré au Canada, choisi sur photo, souvent mensongère, et sans retour possible. Mais j'ai fini par apprendre que mon arrière-grand-père a fait le trajet pour se présenter, l'épouser et la ramener en Asie. Pétronille donc, mais tout le monde l'appelle Pétro. Je l'imagine curieuse du monde et des autres, voulant voir plus loin que ces montagnes, un peu aventurière, car il en faut de l'ouverture d'esprit pour découvrir une autre civilisation, d'autres mœurs, une autre cuisine et sans doute aussi d'autres sons et d'autres odeurs. Ce sera l'étrangère dans ce pays. C'est elle qui devra faire l'effort de parler la langue pour communiquer à minima avec le personnel. C'est elle qui devra comprendre les us et coutumes du pays pour ne froisser personne. Aucune naïveté chez moi. Son arrivée et son intégration n'ont rien de comparable avec celle des familles chinoises que j'ai pu accompagner ici, en France, dans leur parcours en préfecture. Mais tout de même, il en fallait du courage. Si je n'avais pas eu de photo la représentant, je crois que je l'aurais imaginée comme la Jane de Tarzan du Disney. Elle en avait d'ailleurs le chignon haut et le chemisier blanc. Elle aurait pu se déplacer allègre sur la musique de Phil Collins dans les rues de Pékin. Elle aura 3 filles là-bas. La plus jeune, née en 1921, deviendra ma grand-mère, bien des années plus tard. La vie dans la communauté française de Pékin devait avoir aussi quelque chose d'exaltant et d'enrichissant, du fait des Français qui étaient de passage. Par un de ces hasards que le père Théard de Chardin assistera au mariage de mes grands-parents le 26 avril 1944. Si on en croit les photos et les récits de ma grand-mère, la vie fut belle. Mais une lettre datée du 30 mars 1912 rappelle qu'il aura tout de même fallu affronter la famine, la guerre, la peste et la révolution. Beau programme pour quelqu'un qui n'était sur place que depuis 4 ans. Elle s'est attachée à la Chine. Et bien que veuve depuis la fin 1944, elle restera en Asie avec une de ses filles jusqu'en 1953, avant de se faire rapatrier. Elle est rentrée avec peu de bagages, mais en ne se séparant pas de ses appareils photo. L'énigmatique Henri Palta, qui affirmait être prince mongol, se trouvait à la douane en même temps. L'histoire raconte qu'il aurait bien voulu s'approprier ses appareils, mais Pétronille a tenu bon et refusé de les lui donner. Elle ne sera pas plus souriante sur les photos faites une fois rentrée en France. Elle aura vécu en Chine de ses 21 ans à ses 66 ans. Retourner à Aix-les-Thermes et accepter une fin de vie à l'horizon bouché par les montagnes, est-ce qu'il n'aura pas fallu plus de courage pour rentrer ?